salut à tous, salut aux personnes qui sont présentes dès maintenant sur le live. En tout cas, ça nous fait plaisir de vous retrouver ce soir pour un live qui va être, on l'espère, bien pour vous et qui pour nous a de quoi faire pour être vraiment sympa. Pour commencer, si on contextualise comment on a trouvé cette phrase, on est tout simplement allé sur un générateur d'idées et on a mis générer une idée. Et vraiment, sans vous mentir, la première proposition qui nous a été faite, c'est celle qui est sur le nom de ce live, un criminel aux cicatrices, ce qui nous a fait directement penser à Scarface. On va dans un premier temps parler du film Scarface, donc avec Al Pacino et qui a été réalisé par Brian De Palma. Dans un second temps, on parlera de Al Capone, donc, comme je l'ai dit, qui était surnommé Scarface. Et puis en troisième partie, on parlera de Scarface, mais là, ça sera plus le film, dans le monde du rap, que ça soit français ou américain, qui a été un sujet beaucoup utilisé. Alors, Scarface, il est partout dans le monde Scarface, sauf au Québec. Donc au Québec, il s'appelle Le Balafré. Donc le film Scarface, c'est un film de gangster américain qui a été réalisé par Brian De Palma et qui est sorti dans les salles américaines en décembre 83. Il a été scénarisé par le réalisateur Oliver Stone et donc c'est un remake du film du même nom réalisé en 1932 par Howard Hawks. À la base, Al Pacino, il s'était intéressé au projet du remake du film de 1932 par le producteur Martin Bregman et pas Bergman. À la base des bases, c'était pas Brian De Palma qui était censé réaliser le film, c'était nul autre que Sidney Lumet. Donc Sidney Lumet a été initialement embauché pour diriger le projet, mais il fut remplacé plus tard par Brian De Palma, qui lui-même engagea Oliver Stone pour écrire le scénario du film. Scarface a rapporté la modique somme de 65,9 millions de recettes mondiales au box-office. Quand on y pense, c'est vraiment pas beaucoup. Je pense que si Scarface était sorti à notre époque, je pense que quand même il aurait fait quand même ça aurait quand même fait un beau truc quand même. Ça aurait fait quand même beaucoup de recettes et beaucoup d'entrées. Sauf que quand il est sorti en 1980, l'accueil du film fut quand même assez négative. Elle fut négative à cause des violences du film, des insultes et surtout de la consommation de drogue. Donc voilà, à cause de ça, le film n'a pas été très bien accueilli à sa sortie. De même qu'il y a même des expatriés cubains qui se sont même opposés au film car eux-mêmes disaient qu'ils décrivaient les expatriés comme des délinquants et des trafiquants de drogue. Mais tu voulais pas qu'on passe la bande-annonce peut-être avant ? Ah si, pardon, ouais, vas-y, pas de souci. Se llama Antonio Montana. Et donc pour le synopsis du film, c'est Tony Montana qui débarque alors à Miami et a pour but de bâtir une fortune, un empire qui deviendra par la suite un puissant trafiquant de drogue. Donc voilà, c'est un tout petit synopsis qui annonce vraiment dès le départ le but du film et les agissements et buts de Tony Montana. À la base des bases, donc le film devait prendre place à Chicago et non à Miami. Mais l'idée fut avortée faute de budget. La production voulait proposer pour le rôle de Tony Montana des acteurs comme Robert De Niro, qui a décliné, ou même Sylvester Stallone. Comme on l'a dit plus tôt, alors l'histoire du film se base à Miami, sauf que le film a été filmé à Los Angeles. Donc là vous allez me dire pourquoi il a été filmé à Los Angeles alors qu'il aurait pu être filmé à Miami. Et ben en fait, ils ont préféré tourner à Los Angeles parce que l'équipe technique du film craignait de se faire agresser par les immigrés cubains en raison du sujet. Donc des rues et des bas de rue californiennes furent aménagées pour donner l'illusion d'un Miami. Comme je l'ai dit aussi plus haut, le film a été écrit par Oliver Stone. Et Oliver Stone, à cette époque, il faisait face à des problèmes d'addiction à la cocaïne. Il avait des problèmes au niveau de la cocaïne et il écrit un scénario sur une base de cocaïne, quoi. En vrai, j'aurais bien voulu voir un Robert De Niro en Tony Montana, ça aurait pu être drôle. Mais je pense pas que... En fait, le problème, c'est que Robert De Niro, en fait, c'est un mec de New York, quoi. Donc je le vois mal jouer un Cubain, quoi. Et donc, alors comme je l'ai rappelé plus haut, alors à la base des bases, Scarface, c'était un film qui a été réalisé en 1932 par Howard Hawks. Et ce film, en fait, ça prenait pas place à Cuba, il y avait rien à voir. Ça prenait place à Chicago et ça parlait de la vie d'Al Capone. Et je vais laisser la voix à Anthony pour parler de la vie d'Al Capone. Voilà Al Capone. Donc Al Capone, il est né le 17 janvier 1899 à Brooklyn.
donc un quartier de New York, ce qu'on disait tout à l'heure. Et comme on le sait, comme son nom peut le laisser à entendre, sa famille est originaire d'Italie, ses parents ont émigré depuis la ville de Naples, et ils sont installés aux États-Unis, ils sont allés un petit peu au Canada un petit moment, mais principalement à New York. Donc son père était barbier, sa mère était couturière, et il avait 8 frères et sœurs. Après avoir arrêté l'école, il commence donc à réaliser des missions pour Johnny Torrio, qui est un patron de la pègre quartier italien dans lequel il vit, et rapidement ça devient son mentor. L'idolâtre, ça devient son mentor, et c'est quelqu'un qui pèse un petit peu déjà adolescent, donc il va passer par plein de petits gangs, dans lesquels ils vont commettre des vols, des rackets et participer à des paris clandestins, des choses comme ça. Toujours quand même en rapport avec son mentor. À ses 18 ans, il est donc engagé comme barman et videur d'un bar de Coney Island et qui appartient au nouveau patron du gang dont était le patron, dont Johnny Torrio était le patron, gang qui s'appelle Five Point. Donc le nouveau patron s'appelle Frankie Yale. Ça devient son nouveau patron et son ancien patron et le nouveau sont quand même en bonne relation puisqu'ils se sont passés un peu la main. C'est lors d'une bagarre donc dans ce boulot de barman et videur qu'il se fait entailler le visage et c'est à ce moment-là que lui vient le surnom à partir de ce moment-là qu'il a le surnom de Scarface et dans le milieu il sera connu sous ce pseudo de Scarface. Donc la ville de Chicago, elle est un petit peu compliquée à un moment donné pour eux parce que William Dever devient le nouveau maire et en fait il veut vraiment éradiquer toute cette mafia en rapport avec ces trafics d'alcool et de proxénétisme. Du coup, eux, ils décident de déménager de la ville puisque ça semble trop compliqué et qu'ils n'arrivent pas à corrompre les policiers, c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Et ils vont dans la banlieue, à Cicero, qui est juste à côté de Chicago. Et ils s'installent là parce qu'ils arrivent à verser assez de pots de vin pour pouvoir être franchement tranquilles. Et ils se mettent plein de gens dans la poche. Et en plus de ça, ils vont réussir à faire élire un maire qui est de leur côté. Donc du coup, voilà, tout leur plan peut se mettre en place comme ça. Et du coup, ils ont vraiment la main mise. Alors là, j'ai occulté plein de choses parce que sinon, c'était beaucoup trop long. Il y a toute une partie très intéressante où il y a eu des guerres des gangs avec des Irlandais et où ils ont réussi à finalement avoir la main mise sur cette banlieue de Cicero. Donc ils sont quand même, ils commencent à devenir relativement violents et en fait plus Capone prend de pouvoir dans cette association, dans ce groupe, plus ça devient violent. Et en fait, ils montrent de plus en plus des gros accès de violence. Et je vous disais juste avant qu'ils avaient réussi à faire placer un maire de leur côté. En fait, pour faire ça, ils ont menacé les électeurs sur le lieu de vote. Ils ont été jusqu'à vider des urnes pour changer les bulletins à l'intérieur, des choses comme ça. Du coup, un juge local a envoyé des gendarmes, enfin des policiers, pardon, des policiers sur les lieux pour essayer de surveiller et mettre un peu un terme à toute cette violence. Et c'est ce qui va entraîner la mort de son frère. Donc, son frère, j'ai une photo de son frère Frank qui travaillait avec lui. Ça va entraîner sa mort parce que lorsque des policiers vont venir pour tout simplement l'interpeller, il va sortir son arme et se faire tirer dessus et ils vont le laisser pour mort. Les policiers en question n'auront jamais de problème puisque ce sera considéré comme de la légitime défense étant donné que Frank avait saisi son arme. Il aura des funérailles extraordinaires, voilà, avec beaucoup d'argent de dépenser, avec visiblement un cercueil en plaqué argent, des choses comme ça. Et en fait, suite à la mort de son frère, du coup, Capone va devenir encore plus violent et il va y avoir encore plus de ressentiment par rapport à ça. Il est donc arrêté le 5 juin 1931 et l'acte d'accusation comporte plus de 3500 pages et 21 chefs d'accusation de fraude fiscale et d'infraction aux lois de prohibition. Le procès commence le 6 octobre 1931, donc c'est peu de temps après. Ayant mal choisi ses avocats, il est condamné à 17 ans de prison, dont 11 fermes, et 80 000 $ d'amende et de frais de justice. Donc il est envoyé à la prison du comté de Cook, puis à la prison d'État d'Atlanta, d'où il continue à gérer ses affaires tranquillement, enfin il fait son petit truc. Et du coup, à cause de ça, il est envoyé donc à la célèbre prison d'Alcatraz, où il est mis à l'isolement pour justement arrêter le fait qu'il puisse converser avec les autres.
Et en fait, au cours de cet isolement, son état va gravement se dégrader parce qu'il avait contracté la syphilis en étant plus jeune. Et en fait, à cause des traitements relativement pas terribles, ça va lui développer une neurosyphilis. Alors, ne me demandez pas ce que c'est, mais visiblement, c'est relativement grave. Donc, du coup, son état se dégrade vraiment. Le 6 janvier 1939, il est transféré à Terminal Island parce qu'il vient d'être attaqué par un co-détenu. Il a été poignardé dans le dos. Donc, du coup, il le change de prison et il est finalement libéré sous condition le 11 novembre 1939. Donc, peu de temps après cette agression, donc presque un an, on va dire, 11 mois après son agression. Et il rejoint sa propriété donc à Palm Island, près de Miami Beach. Et il va vivre sa vie là-bas jusqu'au 21 janvier 1947, où il est victime d'apoplexie, ce qui le fait rentrer dans un coma, et il meurt le 25 janvier d'un arrêt cardiaque. Donc il est enterré au Mount Olivet Cemetery, près de son père et de son frère Frank, et ses cendres seront finalement transférées au cimetière Mount Carmel, toujours à Chicago, mais où il y a beaucoup d'autres gangsters qui reposent. Donc passons à ma partie. Du coup, moi, maintenant, la troisième et dernière partie du sujet du live sur Scarface, ça sera l'utilisation de Scarface dans le monde du rap. Donc pour faire cette présentation, dans un premier temps, je parlerai des samples, que ça soit anglais ou français. Après ça, on verra les différentes références textuelles anglaise et française. On verra aussi une référence audiovisuelle avec un clip. Donc pour commencer avec des samples, mais les samples de la version américaine de Scarface. On a donc pour commencer là, on parle directement du rappeur qui se nomme Scarface. Et donc pour son premier projet solo sorti en 1991, dans son titre Mr. Scarface, il met en place une boucle du film. On va écouter ça. Oh yeah, Mr. Scarface is back in the motherfucking house once again. Yeah, dropping some of that new. Mr. Scarface. Il y a aussi une autre utilisation, donc là en 1989, c'est l'une des premières utilisations de Scarface, et dans l'album du groupe, donc du groupe des Ghetto Boys, donc dans leur premier album Grip It on That Other Level. Durant tout l'album, ils vont utiliser des samples du film, et c'est vraiment l'une des premières utilisations dans le rap, qui après va mener à tout ce que je vais vous raconter durant la présentation. Et donc dans leur morceau Trigga Happy, et je ne dirai pas le dernier nom car je ne peux pas le dire, mais ils utilisent un sample du film Scarface, et je vous passe un court extrait. On a pour commencer IAM. Et donc IAM sur leur morceau Né sous la même étoile, sorti en 1997, où si je devais redonner le contexte de ce morceau, on nous présente deux types de vie, l'une idyllique et l'autre totalement merdique. À la fin du morceau, on peut entendre donc un sample du film Scarface, mais cette fois-ci de la VF. Du coup, je vous passe le court extrait. Comme deuxième exemple, on peut aussi donner le morceau de Stomy Bugsy feat. Doc Gineco, le morceau nommé Oye Sa Papaya. Si on devait aussi donner un contexte avec ce morceau, selon ce que j'ai lu, Stomy Bugsy était vraiment fan de films de gangsters et se considérait même quasiment comme étant un membre des leurs, même si c'était pas exactement le cas. Ouais, la célèbre réplique où on entend aussi Oye Sa Papaya, et où il lui propose de lui acheter une ice cream. Et je vous passe ce court sample. Eh, mira, tu passes à côté de quelque chose, là tu loues. Oh, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami moi, mon ami. Si on passe maintenant aux références, pour commencer avec le morceau The World is Yours. Pour ceux qui ont vu le film, j'imagine que cette citation The World is Yours, vous savez forcément qu'elle vient de ce film, puisqu'on la voit au tout début affichée sur un zeppelin, on voit que ça défile, et on voit aussi cette citation à la toute fin du film, le refrain de ce morceau, on entend ça. Donc je vous passe un court instant. Et donc ensuite, dans le second exemple, dans son album American Gangster,
Jay-Z, au final, fait plus de références à Tony Montana. Frank Lucas est un ancien mafieux d'Harlem qui, dans le film American Gangster, est interprété par Denzel Washington. Et donc, dans son album de même nom, plutôt bizarre, Jay-Z fait plus de références à Tony Montana qu'à Frank Lucas, alors que le nom de cet album fait directement référence au film. Dans le morceau Ignorant Shit, où il fait aussi référence à Tony Montana, le but de ce morceau est de dédouaner le rap et le cinéma de leur soi-disant mauvaise influence sur la jeunesse, et notamment avec les films de gangsters ou les morceaux où on peut entendre beaucoup de violence. Donc je vous passe un court instant. Yes, sir. Just the sound of its voice is a hit. Y'all niggas got me really confused out there. On a pour commencer dans un morceau de Oxmo Puccino, fit le groupe Lunatic. Et donc dans ce morceau, Oxmo Puccino fait référence à des scènes de crimes, de truands quoi. On peut entendre aussi une référence à Scarface et à la fin du film. Du coup Anthony, c'est bien que tu puisses pas entendre puisque ça va te spoiler complètement. Je finirai pas comme Scarface, percé de partout, blast dans la coque et criant fuck, tu m'en veux fuck. Dans le second exemple, donc de Booba dans son premier album Temps Mort, sorti en 2002, dans son morceau On m'a dit, il fait aussi directement référence à Tony Montana avec cette réplique. On m'a dit de changer des mots pour pas que les petits me suivent. Pas grâce à moi qui pense à Tony devant l'artiste. Donc ensuite, pour la référence audiovisuelle, celle qui m'a principalement marqué, c'est celle dans le morceau aussi de Booba, PGP, qui fait directement référence à une scène du film, ou plutôt oui, une salle du film. Easy. PGP branché, la Neuzo est quadrillée. Non, c'était propre et puis c'était intéressant. C'était Rien de spécial à intéressant. rajouter.